Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais qu'on regarde ce document de Bill Ackman et de son fonds Pershing Square. Pour ceux qui ne connaissent pas Bill Ackman, c'est un très bon investisseur professionnel puisqu'il bat le S&P 500. Et ceux qui ont accès à Graham, vous pouvez voir son portefeuille ici, c'est le tout premier de la liste. D'ailleurs là les portefeuilles vont être mis à jour dans quelques jours puisque c'est tous les trimestres et donc là ça tombe le 15 février. Donc et dans ce document, il va nous parler un peu de sa philosophie d'investissement et de son avis sur le marché et sur plusieurs actions, comme par exemple Google, Nike ou Uber, dans lequel il a investi récemment. Donc c'est parti, on commence par cette slide où il nous résume sa philosophie d'investissement. J'aime bien regarder les processus de sélection des bons investisseurs pour voir si je peux pas reprendre certains éléments qui pourraient me manquer. Donc d'abord, il nous donne les caractéristiques clés des business. Donc il veut des business simples, et avec une génération de free cash flow prévisible, et donc forcément des business qui sont aussi rentables, avec des grosses barrières à l'entrée, donc un moat, une exposition limitée à des facteurs extérieurs que l'entreprise ne peut pas contrôler. Donc là je pense qu'il doit parler par exemple des entreprises qui sont très soumises aux variations de taux d'intérêt, qui sont très soumises à aux changements de prix de matières premières comme le pétrole, les trucs comme ça. Ensuite en général des entreprises qui ont peu de dettes, des entreprises qui ont une dépendance minimale au marché des capitaux. Je pense que ça sous-entend aussi peu de dettes et aussi pas besoin d'émettre des actions, et donc des entreprises qui peuvent se satisfaire de leur propre génération de bénéfices. Ils cherchent des mid et large cap qui sont très liquides, donc mid cap, si je me trompe pas, ça commence à 2 milliards de dollars. C'est plutôt là-dedans que j'investis aussi, même si c'est pas une règle que je me suis fixée, mais dans la pratique, la plus petite boîte que j'ai, c'est Qualys à l'heure actuelle, et elle doit valoir quelque chose comme 6 milliards de dollars. Et puis dans des cas exceptionnels, il s'autorise à s'éloigner un petit peu des critères qu'il a cités au-dessus. Il cherche des valorisations attractives, donc un prix juste si le business est laissé tel quel, mais un prix qui serait pas cher dans le cas où le business est optimisé. Donc par exemple, ça veut dire, est-ce que le niveau de marge de l'entreprise, c'est son niveau de marge optimal, final, ou est-ce que ça peut être optimisé, donc passer par exemple le niveau de marge de 15% à 20%. Et ça peut aussi être par exemple, est-ce que l'entreprise a un pricing power qui est non utilisé. Donc le pricing power, c'est la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix, et parfois il y a des entreprises elles pourraient augmenter leur prix demain, mais elles l'ont pas fait. Et donc voilà, ça fait partie des moyens dont on peut optimiser un business. Ils cherchent aussi un bon management, donc un management qui est intègre et pas un management de charlatan. Un bon track record et les bonnes incitations. Donc il faut que les dirigeants ils aient les mêmes intérêts que nous. Donc en général, ce que ça veut dire, c'est qu'ils possèdent, l'idéal c'est qu'ils possèdent pas mal d'actions, ou en tout cas une grande partie de leur patrimoine personnel dans l'entreprise qu'ils dirigent. Et par contre, il veut que des actions d'entreprise dans lesquelles il n'y a pas un actionnaire majoritaire. Donc par exemple là, ça sortirait le cas de Meta, où Zuckerberg, il a plus de la moitié des voix. Donc concrètement, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Et puis dans sa dernière catégorie de critères, il cherche des retours très asymétriques. Donc en gros, où le gain potentiel est énorme pour compenser pour la possibilité de perte permanente de l'argent investi. Et puis investir dans son cercle de compétences. Donc globalement c'est proche de ma checklist, il y a peut-être ce critère de pas d'actionnaire majoritaire que je pourrais creuser pour voir s'il est pertinent. D'ailleurs si vous voulez récupérer ma checklist et la recevoir par email, je mets le premier lien en description. Donc c'est la checklist que j'utilise pour analyser mes choix d'investissement. Donc j'ai fait 4 catégories, une catégorie sur le business comme lui, une catégorie sur les chiffres, une catégorie sur la valorisation, une catégorie sur le management. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est en description. Maintenant, passons à la slide suivante que je voulais regarder. Donc c'est un graphique qui montre que les 10 plus grosses entreprises du S&P 500 représentent 40% du S&P 500 en termes de capitalisation boursière. Et les dernières fois où les niveaux de concentration comme ça avaient été élevés, ça s'était mal fini. Donc il y avait en 2000, où on avait atteint ici le top 10 qui représentait 27-28%. Donc 2000 c'était la fin de la bulle internet. Ensuite on a eu 2021, ça doit correspondre à ce pic là où on était à 33%. Et aujourd'hui on est à un plus haut historique, ça n'a jamais été atteint, 39% dans le top 10. Donc c'est vrai que ça peut inquiéter un petit peu. Après je pense qu'il faut pas prendre de décision sur des graphiques, des statistiques générales comme ça, et qu'il vaut mieux comme d'hab regarder au cas par cas, parce que dans le top 10, je trouve pas que toutes les entreprises soient aussi... il y a des entreprises clairement surévaluées que d'autres à mon avis, et notamment d'ailleurs les 3 plus grosses, pour moi, Apple, Microsoft, Nvidia, sont plus surévaluées que les suivantes, et puis il y a aussi Tesla. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces business-là, ils sont tellement dominants,
ils paraissent tellement bons que c'est dur d'imaginer qu'on descende des 39% d'aujourd'hui à des niveaux, par exemple, qui n'étaient pas si anciens. Il y a 10 ans, 2015, le top 10 représentait peut-être 18% du S&P 500. Donc voilà, on verra comment ça finit. En tout cas, moi, je préfère rester concentré sur les entreprises au cas par cas, et je pense que ça évite de faire des bêtises. Et le graphique suivant, il montre que justement, ce top 10, il est valorisé à en moyenne 27 fois les bénéfices, alors que les 490 autres entreprises sont valorisées à 20 fois les bénéfices, donc moins cher en termes de multiples. Mais pour que ce soit vraiment moins cher, il faudrait aussi que la qualité des business et les croissances soient équivalentes. Donc c'est là où c'est un petit peu plus dur. Mais en ce moment, on a quand même peut-être plus de chances de trouver des bonnes opportunités hors de ce top 10. Et si je regarde en 2024, même en 2023, en fait, la dernière fois que j'ai investi dans une boîte du top 10, donc Meta d'ailleurs, c'est la seule que j'ai, c'était en 2022. Et c'était ici, là, dans ce creux. Mais depuis, j'ai investi que dans des boîtes hors du top 10, donc comme Booking, Fortinet, Visa, etc. Les derniers investissements de Bill Ackman, c'est dans Brookfield Corporation, Nike et Uber. Donc il va détailler les trois un petit peu plus tard dans les autres slides. Brookfield, c'est un gestionnaire d'actifs avec des cash flows de bonne qualité et en forte croissance, mais apparemment très sous-évalué. Nike, donc l'entreprise que tout le monde connaît, mais avec en ce moment un changement de management. Et Uber, qui est la marketplace numéro 1 mondiale sur la mobilité et la livraison, avec un potentiel de croissance immense. Ensuite, il fait un petit point sur les entreprises qu'il a en portefeuille, donc on va regarder 4, donc on va regarder Google, Brookfield, Nike et Uber. Donc sur Google, donc les premiers résultats de AI Overviews dans la recherche sont bons. Donc AI Overviews, c'est un truc qu'on n'a pas encore en France, mais c'est quand on tape une recherche ici. Simplement, ça va donner des résultats d'abord générés par IA, juste avant de donner des résultats de recherche. Et donc ça, apparemment, ça a augmenté la fréquence de recherche et aussi les taux de conversion. Et les publicités qui sont intégrées dans AI Overviews se monétisent aussi bien que les publicités qui sont dans la recherche. Et puis Google Cloud, maintenant, ça représente 50 milliards de chiffre d'affaires sur une année, avec 30% de croissance sur le trimestre précédent. Ils ont augmenté leur niveau de marge en réduisant les coûts, et ils sont apparemment bien positionnés pour les histoires antitrust. Donc globalement, Bill Ackman, il a l'air très optimiste sur Google. Alors Brookfield, c'est un cas qui est un peu moins évident à analyser parce qu'il y a des particularités qu'il n'y a pas sur la plupart des autres business classiques. Par exemple, si je regarde le niveau de dette, là on voit qu'il y a 234 milliards de dettes. Donc ça paraît énorme. Donc on pourrait croire que l'entreprise est ultra endettée, mais ce que j'ai vu, c'est que, en fait, comme c'est une entreprise qui investit dans d'autres entreprises, mais ils sont pas forcément... Enfin, souvent, ils sont actionnaires minoritaires, donc ils ont, par exemple, je sais pas, 10% d'un business, mais dans leur bilan, ils doivent indiquer la dette totale de toutes les entreprises dans lesquelles ils ont des participations. Donc en fait, ces 234 milliards, c'est 100% de la dette de toutes les entreprises dans lesquelles Brookfield a des participations, même si Brookfield n'en possède pas 100% de ces entreprises, mais parfois, je ne vais pas regarder, mais ça peut être 20%, 10%, 5%. Donc voilà, la dette réelle de Brookfield, en fait, elle est beaucoup plus faible. Et donc il faudrait que je me penche dessus en détail pour voir comment vraiment analyser ce business, parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler, et Bill Ackman dit que c'est très sous-évalué. Donc ça peut valoir le coup de creuser. Et il dit que donc il prévoit 10 $ de bénéfices par action en 2025, ce qui à partir d'aujourd'hui ferait du 25% par an en augmentation du bénéfice par action. Et d'ailleurs, ils sont apparemment à 15 fois les bénéfices. Donc en effet, 15 fois les bénéfices pour une croissance de 25% par an du bénéfice par action. Vu comme ça a l'air en effet d'être une super bonne opportunité. Donc voilà, il faudrait que je me penche dessus. Et on passe maintenant à Nike. Slide 56. Hop, hop, hop. Voilà. Donc Nike, le problème qu'ils avaient eu, c'était qu'ils s'étaient plus concentrés sur les ventes en direct et moins sur les revendeurs. Sauf que, du coup, cette place qui avait été libérée chez les revendeurs, elle a été prise par d'autres marques. Après, à mon avis, c'est plutôt un problème court terme, mais c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir corriger. Parce que j'arrive pas à croire que des nouvelles marques aient pu prendre autant de place que ça dans l'esprit des gens, et je pense que la marque Nike est beaucoup trop forte pour ça. Donc je serais plutôt positif sur le long terme. Donc c'est une des meilleures marques au monde. Ils ont une position dominante sur le marché très consolidé des chaussures de sport. Donc très consolidé, ça veut dire qu'il y a peu d'acteurs. Donc ce qui crée des grosses barrières à l'entrée. Et le point le plus important, je trouve, c'est celui-là, puisqu'il dit que le niveau de marge, là, il est anormalement bas et qui pourrait doubler dans le cas où le nouveau CEO arrive à faire ce qu'il veut. Et donc si le niveau de marge double, c'est-à-dire que le free cash flow double, et donc le niveau de valorisation, en fait, il est plus bas que ce qu'on croit. Donc là, typiquement, ce qu'il disait au-dessus, c'est que aujourd'hui le business, il serait au juste prix
si le business n'est pas optimisé, mais si le business est optimisé, et ben dans ce cas-là, ça fait une super affaire et en fait, il est moins cher que ce qu'on pourrait croire, quoi. Et pour finir, on va passer à Uber. Donc c'est un nouvel investissement qu'il a fait et apparemment il a investi plus de 2 milliards de dollars dedans, ce qui en ferait en fait le plus gros investissement de son fonds, puisque avant sa première position c'était Brookfield avec 1,74 milliard de dollars. Donc ça veut dire grosse conviction pour lui dans Uber. Donc là il détaille le business, hein. Donc Uber, le mode principal, donc le rempart concurrentiel, c'est le network effect. Donc le network effect, c'est quand la valeur du service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Donc plus il y a de chauffeurs sur Uber, plus les gens qui ont besoin d'un chauffeur ont intérêt à utiliser l'application Uber. Et plus il y a de personnes qui utilisent l'application Uber, plus les chauffeurs ont intérêt à devenir chauffeurs pour Uber. Et ainsi de suite, donc ça fait comme ça un cercle vertueux. C'est le même principe pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est aussi Airbnb, Booking, etc. Il prévoit 30% par an de croissance du bénéfice par action sur les prochaines années, avec une croissance du chiffre d'affaires vers les 15-20% chaque année, avec une augmentation des marges et des rachats d'actions. Et au moment où il écrit ça, l'action est à 29 fois les bénéfices, qu'il a l'air de considérer pas cher par rapport à ce qu'il a dit au-dessus. Et en effet, s'il y a 30% par an de croissance du bénéfice par action, ça va. Et donc c'est 29 fois les bénéfices parce que les gens ont peur de la menace des véhicules autonomes. Et selon lui, le risque long terme de ça est limité et qui prévoit que le prix de l'action Uber double dans les 3 à 4 ans à venir. Et il termine avec un petit résumé de sa thèse d'investissement sur Uber. Donc Uber est un business de haute qualité, bien positionné pour avoir une croissance élevée de ses bénéfices au moyen terme, basé sur une bonne croissance du chiffre d'affaires et un bon operating leverage. Donc l'operating leverage, c'est quand la croissance du chiffre d'affaires amène en même temps une croissance des marges. Donc en gros, les coûts augmentent moins vite que les revenus. Un bon business model, donc une marketplace avec un bon network effect, comme on a dit juste avant. Un bon potentiel de croissance du chiffre d'affaires à 15-20% par an, avec plus de clients, des clients qui utilisent les services plus fréquemment, des nouvelles zones géographiques et des nouveaux produits. Et puis une croissance des bénéfices encore plus rapide grâce à une réduction des coûts et une augmentation des marges. Donc Uber aussi, je m'étais jamais penché dessus, pour moi c'était juste une entreprise pas rentable et avec un peu trop de hype. Mais donc, ça vaut le coup de se pencher dessus. Mais c'est vrai que la particularité du style d'investissement de Bill Ackman, comparé à d'autres personnes dont je m'inspire, c'est que les business dans lesquels il investit, souvent au moment où il investit justement, sont pas du tout optimaux, comme il le dit. Et donc ça rend l'analyse un petit peu plus difficile, ça demande un peu plus de travail. Alors qu'il y a pas mal d'autres investisseurs qui investissent plus sur des business sur lesquels il y a moins de choses à changer, mais plus dans des périodes où les valorisations sont plus basses pour des raisons irrationnelles. Et c'est vrai que c'est plus ça que je fais moi, et je trouve ça aussi plus facile pour un investisseur particulier. Mais voilà, au moins ça donne des idées et des boîtes sur lesquelles faire plus de recherches. Donc voilà pour ce document de Bill Ackman. Et puis je rappelle que si vous voulez recevoir la checklist que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, vous avez le lien en description, c'est le premier lien. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!